site internet. Passez une très belle journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous parlerons de l'appel au secours des éleveurs ovins de Savoie et Haute-Savoie. Ils ont organisé des rassemblements ce matin à Annecy et Chambéry pour défendre la filière veau menacée par la fièvre catarrhale. Les exportations sont bloquées avec l'Italie et l'Espagne. Ils assurent qu'aucun foyer n'a été détecté dans les deux Savoies. Et puis nous referons un point sur la situation au Mongranier après l'éboulement de dimanche. L'occasion d'évoquer les différents éboulements qui ont marqué les Alpes ces dernières années. Nous verrons si cela est lié au réchauffement climatique ou s'il s'agit de phénomènes vraiment naturels. Des sujets que nous évoquerons avec mon invité Henri de Choudens, président du conseil d'administration de l'Institut des risques majeurs à Grenoble. Enfin, un mot de votre météo avec un temps perturbé, de la neige sur l'est de notre région. Un peu plus d'éclaircies en Isère et en Savoie. Température jusqu'à 8 degrés en plaine. Mais d'abord, on débute ce journal avec la mobilisation des éleveurs ovins de Savoie et Haute-Savoie. Ils se mobilisent pour la défense de leur filière. Des manifestations ont été organisées devant les préfectures de Chambéry et Annecy. Tout est parti de la détection de la fièvre catarrhale. Sur place, à Annecy, on retrouve Marion Feutry. Ils étaient une cinquantaine ce matin devant la préfecture de Haute-Savoie. Pas d'action choc, mais un simple rassemblement pour dire leur inquiétude. Les éleveurs de veaux des Pays de Savoie sont en effet confrontés à la baisse de leurs exportations. Le problème, c'est que l'Espagne et l'Italie ont fermé leurs frontières, et ce suite à la détection de cas de fièvre catarrhale ovine. Je vous propose d'écouter à ce sujet-là Bernard Mogenet, il est le président de la FDSEA de Haute-Savoie. Nous, sur les Savoies, aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de cas, mais depuis le 29 décembre, on est classé en zone réglementée, ce qui fait que la circulation de nos animaux est moins facile. Les quelques veaux qu'on avait arrivé encore à exporter sur l'Italie pour dégager nos marchés, c'est plus possible. Le marché espagnol s'est fermé au 1er janvier. Donc ça veut dire que des veaux qui partaient habituellement de France sur ce marché-là sont toujours présents sur le marché national et prennent la place aujourd'hui des veaux qui sont présents dans nos fermes, puisqu'on est en pleine période de vélage aussi sur nos exploitations de montagne. Une délégation devait être reçue en préfecture. Les agriculteurs demandent à l'État français de prendre des mesures de soutien à la filière veau, et ce à la veille d'une réunion au ministère de l'Agriculture. Après l'éboulement d'ampleur sur le pilier ouest du Mongranier, en Isère, en Savoie, des mesures sont progressivement mises en place pour assurer la sécurité des promeneurs, avec l'interdiction de pénétrer dans la zone proche de l'éboulis. La pratique de la randonnée en raquette va être interdite sur certains itinéraires. 100 000 m3 sont tombés dimanche matin. Des blocs de pierre de faible importance pourraient encore tomber. Les équipes du service RTM Restauration des terrains en montagne étaient sur place hier pour évaluer tous les risques. Alors cet éboulement nous a rappelé celui qui s'était produit aussi au Mongranier en 1248. Il était d'une toute autre ampleur. Des éboulements, il y en a finalement beaucoup dans les Alpes, une région très marquée par les risques naturels. Les détails avec Jean-Christophe Pain. Dans les Alpes, ça peut tomber dru. Le montagnard le sait, c'est dans sa nature de s'adapter aux caprices de Dame Nature. En 2011, le sommet mythique des Drus s'effrite une fois de plus. En gelant, l'eau stagnant dans les fissures écarte les roches de la paroi. Quand cette glace fond, tombent les roches en question, simplissimes, néanmoins redoutables. Dans les Alpes, l'homme s'est toujours adapté. Assez chilienne, il a même dû céder du terrain face à la montagne. 3 millions de mètres cubes de roches, comme une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête, ça fait réfléchir. En 2010, les dernières familles de l'île Falcon sont expulsées. Il a fallu une loi pour les indemniser. Oui, la montagne peut coûter cher à la société des hommes. Plus de 8 millions d'euros déjà pour le fameux chantier du Chambon. Le devis pour la suite s'élève à près de 30 millions. Mais le montagnard ne regarde pas à la dépense pour développer son territoire. Les routes des gorges de la Bourne dans le Vercors, des gorges de l'Arly dans les Deux-Savoies sont fermées plus ou moins longtemps chaque année. Le temps de nettoyer la chaussée des roches que la montagne inlassablement jette sur le pavé. Pourrons-nous seulement un jour l'apprivoiser ? Vaste question, et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Henri de Choudens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'IRMA, l'Institut des risques majeurs. Alors les éboulements, un sujet que vous connaissez bien à l'IRMA. Est-ce que celui du Mongranier vous a surpris ?
Écoutez, oui, il surprend parce que cet éboulement, un éboulement sur le granier, c'était prévisible. Mais ce qui est imprévisible, c'est quand ça va se produire. Ça peut se produire aujourd'hui, ça peut se produire dans un mois, dans 10 ans. C'est difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça se produira. Et ça se reproduira encore ? Alors, probablement qu'il y aura effectivement d'autres éboulements d'importance moindre, évidemment, qui se produiront, d'autant plus que l'éboulement qui s'est produit a déstabilisé un petit peu certains secteurs, quoi, certainement. Alors, on l'a vu dans le sujet précédent, notre région, on le sait, les Alpes sont très sujets aux éboulements. Est-ce que ces éboulements, c'est vraiment le risque majeur numéro 1 chez nous, le risque naturel majeur numéro 1 ? Oh non, ce n'est pas le risque majeur numéro 1 parce que, comme vous le voyez, beaucoup de ces éboulements se produisent dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. D'enjeux, vous voulez dire de population proche ? De population proche, etc. Bon, il y a certains éboulements qui, effectivement, comme celui de ces Chiliennes, ce célèbre éboulement qui doit se produire, ça fait des décennies qu'il doit se produire, mais un jour, effectivement, il se produira. Et là, il y avait des enjeux humains qui étaient en cause. Il y a eu des évacuations préventives qui ont été faites à l'île Falcon. Mais ailleurs, si vous voulez... Bon, il y a peu de zones qui risquent de toucher des enjeux humains. En tout cas, ils se multiplient. On a l'impression, alors peut-être à tort, qu'il y en a beaucoup, que ça chute beaucoup, qu'ils se multiplient. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ou pas ? Alors, si vous voulez, le réchauffement climatique, il a un effet qu'on constate actuellement, très visible dans ce domaine-là. C'est en haute montagne, la fonte des glaciers ou des parois qui habituellement sont toujours couvertes de glace, où la glace fond. Et à ce moment-là, elle emprisonnait des rochers, où elle maintenait des situations instables de rochers. Et quand ça fond, ça s'éboule. Mais c'est en haute montagne, mais on le voit. Alors, en ce qui concerne, par contre, des éboulements plus proches, comme le Granier ou autres, ce qui joue beaucoup, c'est la pluviométrie, c'est l'eau. C'est l'eau qui s'infiltre, qui dissout la roche, qui écarte les fissures. Et ça, c'est un phénomène qui se fait dans le temps à longue échéance, hein, c'est pas immédiat. Alors, si le réchauffement climatique provoque une recrue de la pluie, une recrue de l'eau qui tombe, à terme, si vous voulez, évidemment, ça accélère un peu ces mouvements. Mais comme je vous le disais, c'est pas parce qu'il va y avoir brusquement une année une recrue des pluies que ça va forcément provoquer instantanément un éboulement. Voilà, pas de panique. Merci beaucoup, Henri de Chaudaz, d'être venu sur notre plateau. Merci. Je vous en prie. La Cour d'appel de Grenoble a condamné hier EDF à 20 000 € d'amende. L'entreprise a été reconnue coupable de n'avoir pas respecté une mise en demeure de l'autorité de sûreté nucléaire. En cause, la gestion des risques sur le chantier de Superphénix de Crémalville en Isère. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont organisé chez nous une opération escargot ce matin sur la rocade sud de Grenoble. Cela a occasionné des bouchons plus importants que d'habitude. Les détails sur notre site alpes.france3.fr. Êtes-vous pour ou contre le projet du centre des congrès d'Annecy ? La question divise, on le sait depuis des années. Et aujourd'hui, les habitants sont invités à s'exprimer dans le cadre de l'enquête publique. Marion Feutry, Christian Mathieu. Plus de 500 pages pour un dossier aussi lourd que polémique. Le projet de centre des congrès d'Annecy est mis à disposition dans le cadre d'une enquête publique. Pour ou contre, tous les citoyens sont invités à exprimer leur avis. J'ai consulté la maquette. Cela me paraît très, très positif, à condition qu'il garde le passage au bord du lac. Le projet, un bâtiment de 10 000 m² sur la presqu'île d'Albigny pour accueillir congrès, séminaires et salons d'exposition. Son coût, 54 millions d'euros. Objectif, faire d'Annecy une destination du tourisme d'affaires. On n'est pas là pour se substituer à Lyon ou à Genève, mais pour trouver notre place et conforter l'activité touristique, l'activité de restauration, l'activité de service qui génère plus de entre 1500 et 2000 emplois aujourd'hui. Et ça, on en a besoin. Un argument qui ne convainc pas les opposants au projet.
Après 6 ans de mobilisation, plusieurs recours en justice, ils entendent profiter de l'enquête publique pour faire valoir leurs arguments. La population sait que ce projet va à l'encontre de la loi littorale, que le coût de construction est pharaonique par rapport aux capacités de l'agglomération, qu'en termes de fonctionnement c'est un peu la pagaille et qu'on ne sait pas tellement qu'est-ce qui va se passer et que ça risque de peser sur les impôts des citoyens. Donc je souhaite que les gens puissent montrer que ce projet n'est pas d'utilité publique parce qu'il ne répond pas aux attentes du public. L'enquête publique se déroule jusqu'au 24 février, une étape dans un processus administratif qui s'annonce long. L'ouverture est prévue à l'automne 2019. Et retour en Isère où la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble est en rénovation depuis 2 ans. L'artiste isérois mondialement connu Arcabas a été choisi pour créer 24 vitraux dans l'édifice. Il est actuellement en plein travail. Nathalie Rapuc et Didier Albrand l'ont rencontré. On va donc après, je nettoierai un peu plus les verres en bas pour retrouver cette continuité depuis notre dégradé. À l'aide d'un miroir, Christophe Berthier, maître verrier, et l'artiste Arcabas composent ensemble l'un des premiers vitraux qui illumineront les murs de la basilique du Sacré-Cœur. La poudre de plomb qui fixera les jeux d'ombre et de lumière est travaillée minutieusement. Petit à petit, je retire très délicatement l'excès de cette peinture. Ce travail de la grisaille va permettre d'homogénéiser en fait l'ensemble, de donner un petit peu de douceur, de poésie, de sensibilité à l'ensemble et de marquer aussi toutes les zones, de structurer l'espace. Il va juste falloir ici, il faut que je me méfie, je vais quand même donner un petit coup de séchoir. Ce que vous avez donc ici, c'est l'œuvre originale, la maquette originale créée, dessinée par Arcabas. De cette maquette, qui est à l'échelle d'environ 1/20, nous avons donc réalisé le vitrail qui est donc 20 fois plus grand puisqu'il fait environ 6,50 m de haut. Après 2 ans de travaux, la basilique dévoile une nouvelle architecture avec une capacité d'accueil plus importante. D'ici 2017, 24 vitraux de 13 mètres carrés remplaceront ces plexiglas. Des couleurs ont été spécialement fabriquées. 1500 nuances de vert soufflées à la bouche, un projet unique en France. C'est vraiment un très gros chantier. Et vous voyez ici un seul vitrail sur 6,50 m de hauteur et 2 mètres de largeur. C'est absolument énorme. Depuis septembre dernier, dans cet atelier, 9 personnes concrétisent l'œuvre d'Arcabas. C'est amusant parce que c'est un mélange d'abstrait et de quelques petites figures bien timides, comme des feuillages, etc. J'ai décidé d'appeler ça la création. Arcabas travaille sur cette commande de l'évêché depuis plusieurs années. Il pourra voir les 6 premières fenêtres posées d'ici fin janvier. Et on poursuit ce journal avec notre reportage Grande Région. Il nous emmène à Lyon où, comme partout dans le monde, de nombreux fans ont été très touchés par le décès de David Bowie. L'artiste s'était d'ailleurs produit au Stade Gerland en 1987. Ils étaient 30 000, dont un photographe lyonnais, Richard Bellia. Il a accepté de ressortir ses négatifs pour Soria Khaldoun et Sandra Méallier. Si un soir de juin 1987, vous étiez au Stade de Gerland à Lyon, vous allez peut-être vous reconnaître. Devant 30 000 personnes ébahies, Bowie tombe du ciel dans un décor psychédélique cher aux années 80. David Bowie a alors 40 ans. Des vidéos, des photos de l'homme aux 1000 visages, il y en a eu. Le célèbre photographe lyonnais Richard Bellia replonge dans ses archives. Il se souvient du concert de Wembley où Bowie, qui chantait à domicile, était très attendu, mais aussi du concert de Prague en 1996, un de ses clichés les plus marquants. L'avantage quand on est photographe de concert aussi, c'est qu'on a les coudes sur scène. On n'est pas que au concert, on a vraiment physiquement les coudes sur scène. Et quand c'est à ce moment-là, Bowie qui arrive... C'est mortel, quoi. C'est trop bien, bien sûr. Musicalement, c'était une chose, mais au niveau des fringues et puis de la tenue sur scène, c'était pas Bowie, c'était un personnage, ou des personnages qui ont tout le temps changé. Donc il la jouait, il était toujours très poseur, en fait. Avec la mort subite et tragique du génie de la musique, d'autres clichés vont sûrement se révéler au grand jour. L'homme aux 140 millions d'albums vendus a laissé un cadeau avant de partir, un dernier album sorti vendredi dernier, intitulé Black Star. Tout
Toute cette semaine, nous vous proposons une série sur le cinéma dans les Alpes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'association Cinébus. Depuis plus de 30 ans, une bande de cinéphiles amène le cinéma dans les villages des Deux-Savoie. Des projections itinérantes attendues par un public fidèle. Damien Borelli, Franck Serroni. À 2 pas d'Annecy, Sillingy abrite une petite communauté de passionnés de cinoche. Il perpétue une géniale aventure démarrée en 1983, Cinébus. L'idée de départ, monter un circuit de projection itinérante pour offrir aux habitants des vallées alpines des séances de cinéma de qualité. L'idée, c'est d'amener le cinéma là où il n'est pas, ou là où il a disparu, parce qu'on s'est retrouvé des fois dans des anciennes salles qui accueillaient des projections en 16 mm, c'était le cinéma de la paroisse ou des choses comme ça. Et donc nous, on a recréé cette itinérance-là. En fait, on apporte un complément aux salles de cinéma classique et on redonne l'envie de sortir. Présent dans 32 villages des Savoies, Cinébus attire près de 60 000 spectateurs chaque année et s'appuie sur un solide réseau de bénévoles. L'arrivée du numérique a multiplié l'offre de films et simplifié la logistique. Un film de 2 heures tenait sur 2 bobines comme ça pesait 35 kilos. Il fallait s'arrêter au milieu de la séance pour changer la bobine. Et là, maintenant, ça pèse 150 grammes. Et puis on peut avoir 6 heures de film en continu si on veut. Chaque après-midi, les projectionnistes nomades embarquent le matériel et c'est parti pour des kilomètres de bitume. Après 2 heures de route, Jossian arrive à M, au cœur de la Tarentaise. Je découvre des super salles qui sont perdues au milieu de vallées, de montagnes, avec des paysages vraiment magnifiques. À chaque fois, une équipe de bénévoles, plus ou moins nombreux, puis toujours sympathique. Le sourire aux lèvres. Donc voilà, le cinéma à côté de chez soi, c'est quand même un luxe. Orphelins de leur cinéma depuis 10 ans, les Aimerins ont retrouvé une séance mensuelle grâce à Cinébus et une bande de cinéphiles du coin. Leur association, baptisée 73 120 images avec un Z, s'est montée avec une envie toute simple. Hop, et un bon film à vous. Répondre à une demande croissante dans la commune et les villages alentours, parce qu'on est quand même en montagne, et qui évite aux gens de prendre leur voiture. Il y a une demande à ce niveau-là, donc vu qu'on est cinéphile et qu'on aime ça, on a dit allez, feu, on y va. Cinébus avoue un faible pour les films d'auteur, mais pas que. D'ailleurs ce soir, c'est l'agent 007 version Sam Mendes qui est à l'affiche. Un James Bond sur grand écran pour 5 petits euros et presque à la maison. C'est des films récents et c'est super parce qu'avant il fallait aller chercher le cinéma, maintenant c'est lui qui vient nous chercher. Je suis partie à Lyon faire mes études, mais du coup ça nous fait une petite sortie en famille quand je reviens à M. Du coup, voilà, donc c'est bien, ça motive tout le monde à sortir. Bientôt minuit, la salle vient juste de se vider. L'heure pour Jossian de démonter son projo et de quitter M jusqu'au mois prochain. Demain, une nouvelle séance attend notre projectionniste du côté du Bourget du Lac. Et c'est la fin de ce journal. Très bel après-midi. À demain.